Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, le président du Venezuela a prêté serment hier pour son second mandat. Nicolas Maduro a juré de faire respecter la Constitution, qu'il était justement en train de bafouer en prêtant serment. Il a juré aussi d'opérer les changements révolutionnaires qui mèneraient le Venezuela à la paix, la prospérité et au bonheur. Les Vénézuéliens qui l'ont entendu ont dû s'étrangler, eux qui sont épuisés par la crise économique dans un climat de pénurie généralisée. Le quotidien est devenu un parcours de survie. Vous allez l'entendre en faisant la connaissance d'une famille de la grande banlieue de Caracas. Gabriela, José et leurs deux enfants. Ils ont accueilli Sébastien Krebs chez eux. Reportage. Pour Gabriela, faire les courses est chaque jour un peu plus angoissant. D'abord, il faut choisir le supermarché, faire quelques kilomètres de plus pour espérer trouver moins cher. Ensuite, scruter chaque étiquette. Waouh, regardez ce prix. Le beurre, impossible d'en acheter. Et le lait, c'est même pas du vrai. C'est marqué boisson lactée, du lait reconstitué. Bon, j'en prends au moins pour les enfants. Nous, on n'en boit jamais. Le vrai lait, c'est hors de prix. 3 millions pour un demi-litre. 3 millions de bolivars pour un demi-litre, c'est déjà un SMIC et demi et les 3/4 du revenu mensuel de la famille. Inabordable. Le fromage l'est encore moins. Quant à la viande, le rayon frais est entièrement vide. À peine 1 ou 2 poulets. Mais là encore... Ce poulet minuscule, regardez, il vaut déjà 2 millions. Si je l'achète, on ne mange plus rien d'autre. Comme souvent, ce sera soupe en sachet, parfumée au poulet. Même le pain est hors d'atteinte. Quant aux produits de toilette, ils sont devenus un luxe. Les simples déodorants sont sous clé, en vitrine pour empêcher les vols. À la caisse, les caddies arrivent bien vides. Gabriela repart avec du vinaigre, du sucre, du ketchup et la fameuse boisson lactée. En 4 produits, elle vient de dépenser entièrement le salaire de son mari. Heureusement, José rentre aujourd'hui à la maison avec une caisse de nourriture offerte par le gouvernement. Normalement, c'est mensuel, mais en général, on ne l'a que tous les 3 mois. Il y a 4 kilos de riz, des lentilles, des haricots noirs et de la farine de maïs. Le riz, la farine, s'ils n'arrivaient pas dans cette caisse, il serait impossible d'en trouver. Il ne circule plus qu'au marché noir, à des prix exorbitants. Avec ça, le couple et ses 2 enfants ont à manger pour une dizaine de jours. Moi, je ne veux pas dépendre de ces aides. Moi, ce que je trouverais normal, c'est que tout le monde travaille, que tout le monde puisse acheter ce qu'il veut au supermarché. Alors pour tenir et trouver de quoi manger, Gabriela et José se tuent au travail depuis des mois. C'est de la survie. Je fabrique des décorations, je suis aussi comptable. Dès qu'on peut me proposer quelque chose, je dis oui, bien sûr, c'est payé combien? On travaille le triple. Lui est informaticien, il répare tout ce qu'il peut, les ordinateurs, les téléphones. Mon salaire, c'est à peine 1,8 million par quinzaine. Et j'ai droit à ce qu'ils appellent une prime pour bien vivre. 10 000 bolivars, rien du tout. 10 centimes, voilà ce que vaut aujourd'hui sa prime après 19 ans d'ancienneté. Tout le budget passe intégralement dans la nourriture. Et encore, il a fallu réduire les quantités. Aujourd'hui, José nage dans ses vêtements trop grands. Il a perdu 30 kilos en 6 mois. Physiquement, je ne me suis pas habitué à être aussi maigre. C'est dur, on travaille, on ne se repose jamais parce qu'on est toujours en train de penser qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on achète, combien il faut payer. On est très affecté. C'est compliqué. Surtout avec les enfants. Pour l'instant, on n'a jamais eu besoin de sauter de repas, mais rien ne dit que ça n'arrivera pas. Tout coûte plus cher chaque jour. Une mère rongée par l'inquiétude pour ses 2 enfants, 5 et 11 ans. Ils ont déjà perdu une partie de leur innocence. L'autre jour, ma fille de 5 ans me dit « Viens, on va jouer à faire les courses. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas cher, je te ferai payer 2 millions. Et pas 8 millions comme la dernière fois au magasin. » Vous voyez, elle se rend compte. Moi, quand j'étais petite, je ne connaissais pas les prix. Elle ne devrait pas savoir ça. Il voit bien que c'est pas comme avant. Maintenant, on reste à la maison. Parce que c'est dur de sortir avec les enfants sans pouvoir leur acheter un petit truc. Si je leur achète une glace, ça veut dire qu'on se prive d'autre chose. Et pourtant, Gabriela et José n'ont jamais été pauvres. Lui, fonctionnaire avec une situation correcte. Elle s'était même arrêtée de travailler pour s'occuper de ses enfants. À l'époque, on pouvait, dit-elle. Aujourd'hui, c'est un déclassement brutal qui les frappe comme des millions de Vénézuéliens de la classe moyenne. Quand j'ai commencé à la banque, on avait des augmentations de 20% par an et toutes sortes d'avantages. Moi, j'ai commencé au courrier, je me suis marié, j'ai acheté une voiture, un appartement. Et puis au bout de 4 ans, Chavez a pris le contrôle de la banque et là, tout s'est effondré. C'est difficile, mais bon, j'ai l'espoir qu'un jour ou l'autre, il se passe quelque chose. On arrive à un point où il faut protester d'une manière ou d'une autre. Comment? J'en ai aucune idée. Gabriela se sent à bout. Si j'étais seule, dit-elle, j'irais sans doute manifester, c'est sûr. Mais j'ai 2 enfants qui ont besoin de moi
alors je ne prends pas le risque. Retour en studio et on est en ligne avec Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors le maintien au pouvoir de Nicolás Maduro est critiqué quasi unanimement dans le monde. Son élection est contestée, mais pour les Vénézuéliens, finalement, ça ne change pas grand-chose aux galères quotidiennes dont on vient d'avoir un aperçu saisissant avec cette tranche de vie de la famille de Gabriela et José. Vous étiez déjà allé au Venezuela, Sébastien, en septembre dernier. En 8 mois, vous avez trouvé le pays changé ? Alors les problèmes étaient déjà là en septembre, c'est vrai qu'on en avait parlé ici, mais c'est impressionnant de voir à quelle vitesse les choses se dégradent encore. On parle de 13 000% d'inflation cette année, alors c'est un chiffre qui paraît comme ça irréel, mais on réalise vraiment ce que ça représente en arrivant sur place. Il y a des choses très simples, le prix d'un repas par exemple. En septembre, on payait déjà en dizaines de milliers de bolivars, la monnaie locale. Cette fois, c'est en millions qu'on paye le moindre achat. Et il y a autre chose, c'est qu'il n'y a plus du tout de cash, plus de billets en circulation. C'est devenu trop difficile d'en trouver, et puis il en faudrait des valises. Alors les Vénézuéliens dépendent de leur carte bancaire pour tout payer, et elles sont plafonnées. En fait, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils ne vivent plus, ils ne sortent plus. Toutes les classes sociales sont touchées. On ne trouve plus de médicaments, on ne peut plus compter sur l'hôpital. Et dans les quartiers les plus pauvres, là, c'est encore plus grave. On parle vraiment de malnutrition et d'une explosion de la mortalité infantile. À quoi les Vénézuéliens que vous avez rencontrés se raccrochent-ils ? À quelle perspective ? Alors, il y a ceux que vous avez entendus qui tentent de s'accrocher. En fait, ils sont totalement pris par les besoins basiques, mais globalement, on sent beaucoup d'abattement, de résignation, parce qu'ils ne plaçaient aucun espoir dans cette élection, et ils ne voient pas du tout quelle peut être la solution. Et puis, il y a ceux qui partent massivement. On parle de 5000 personnes par jour qui quittent le pays à la frontière colombienne. Sur un an, ça peut faire presque 2 millions. C'est colossal sur 30 millions d'habitants. Les plus pauvres traversent le pont à pied, ils prennent des bus vers les autres capitales, et les plus aisés, eux, s'envolent vers l'Espagne ou les États-Unis. Les étudiants partent dès leur diplôme en poche, et c'est un pays qui se vide de sa jeunesse, même la plus éduquée. Un bon connaisseur me disait là-bas que la situation aujourd'hui, elle est proche de celle qu'on a connue dans les pays du Maghreb juste avant les printemps arabes, comme la Tunisie de Ben Ali ou l'Égypte de Moubarak. Une population à bout. La moindre étincelle peut aujourd'hui enflammer le pays, et très vite. Voilà pourquoi il était vraiment important de raconter cette situation de terrain aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien de l'avoir fait. À très bientôt dans les carnets. À bientôt.